Donc nous recevons Jean-Louis Montignès, qui est professeur à Polytech Montpellier et qui va vous parler du cycle du carbone et après. Bonjour à tous. Je vous ai déjà un peu trompé, ce n'était pas le titre qui est dans le programme. J'ai étudié le cours de Monsieur Nepel, je l'ai regardé et donc je me suis dit comment on peut essayer de faire une conférence qui s'agence bien avec le cours. Et d'après ce que j'ai compris, vous avez fait les 2 premiers chapitres, cycle du carbone naturel et puis anthropique, c'est ça? Et donc l'idée c'est de lier un peu tout ça. Alors le premier point c'est que finalement si à la fin on se pose des questions qui ont trait au réchauffement climatique, hein, il y a 2 clés. Et la première clé, c'est de bien comprendre ce qui se passe en termes de cycle du carbone. Alors là, ce cycle du carbone, il est issu du GIEC, il est publié dans le dernier rapport du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental des experts pour l'étude du climat. Et finalement, on retrouve complètement ce que vous avez dans votre cours. Et donc, ça, c'est la première clé. Puis la deuxième clé, c'est finalement comment on convertit ce carbone qui se stocke dans l'atmosphère en température. Et ça, c'est l'effet de serre. Et cet effet de serre, de la même manière, ça vaut peut-être le coup d'y arrêter parce que vous voyez, rien que si on voit cette image que j'ai prise sur Wikipédia, eh bien, si la lumière solaire elle rentre, puis ensuite ça rebondit comme ça sans sortir, bing, 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 avec juste un tout petit peu qui ressort, ben, au bout d'un moment, on a évaporé toute l'eau qu'il y a dans les océans. Et vous pouvez faire un petit calcul de Quantable avec la capacité calorifique de l'eau, vous verrez que ça ne marche pas. Et donc je me suis dit que ça valait le coup de revenir un petit peu là-dessus, la clé finale étant de pouvoir un petit peu évaluer finalement en quoi ça peut être pertinent. La fin de la conférence, ce serait en quoi c'est pertinent de s'intéresser à ces questions dès le début de votre formation en cycle ingénieur. Alors la conférence, il y a 2 parties. La première, c'est finalement, alors, est-ce que votre cours PUP aide à avoir un jugement critique plus éclairé ? Je suis reparti sur une polémique qu'il y a eu l'année dernière sur le net. C'était tellement polémique que c'est arrivé dans les médias les plus académiques, France Info, puis après à la télé, suite à quelqu'un qui avait fait le buzz en faisant une déclaration qui interrogeait pas mal les gens. Et puis la deuxième partie, ce sera cette fameuse conversion du bilan de carbone qui est stocké en température. Alors, première partie, retour sur le cycle du carbone. Alors, vous voyez, ça, c'est le site de France Info. La déclaration, elle est liée à un monsieur qui s'appelle Étienne Chouard, qui est bien connu sur le réseau, qui a beaucoup communiqué autour de certaines sphères. Et il indiquait, en gros, l'activité humaine ne contribue-t-elle qu'à 5% de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, comme le relais Étienne Chouard. Autrement dit, il indiquait le CO2 représente 0,04% de l'atmosphère, 400 ppm. Ça, c'est votre cours. Ça marche. Puis après, il dit, moi, je conclus que l'activité humaine n'y contribue que pour 5%. 5% de 0,04%. C'est pas beaucoup. Et donc, après, il dit il serait donc tout à fait absurde de rendre les émissions humaines responsables des niveaux apocalyptiques de changement climatique. Ça a tellement enflé qu'à un moment donné, il a fallu que des experts reconnus du GIEC prennent la parole et disent ce qu'ils en pensent. Alors le point, c'est finalement sur la base, est-ce qu'on avait besoin d'un expert du GIEC ? Eh bien, à partir du cours que vous avez eu, à partir de ces 2 premiers chapitres, vous pouvez éminemment comprendre pourquoi ce monsieur, qui très probablement avait étudié le cycle du carbone pendant ses études, il l'avait peut-être pas très bien compris. Alors, le point, c'est que je suis reparti là du cycle du carbone. Alors, vous avez les émissions absolues, là, comme ça. Vous avez les émissions nettes au-dessus, puis vous avez le stockage. Vous reconnaissez toutes les valeurs que vous avez vues. Et puis, vous allez... la question, c'est comment on arrive au résultat qui a donné lieu à tout ce buzz l'année dernière. Alors, vous allez sur Booklab et vous allez faire le calcul. Alors, évidemment, on va vous aider. Donc, la question, c'est vous partez des flux... Vous partez de l'ensemble des flux absolus que vous avez là, tous les flux absolus,
Et puis, en fait, vous calculez l'ensemble des flux anthropiques, vous les divisez par l'ensemble des flux, et est-ce que vous retrouvez les fameux 5% qui sont indiqués? Alors, est-ce que le calcul qui est indiqué, est-ce qu'il est juste ou est-ce qu'il est faux? Déjà, le calcul dans l'absolu. Vous avez fait le calcul? Vous trouvez combien? Ah, 1%. Bon. C'est 111 plus 25 plus 5,5 plus 1,6 plus 9,4 plus 54 plus 23 pour la somme totale. Vous la mettez au dénominateur. Et pour faire un pourcentage, c'est 1,6 plus 9,4, ça fait 11 pour les flux anthropiques. C'est l'un divisé par l'autre. Et ça donne donc des pourcentages. Donc là, pour ceux qui auraient du mal, vous avez toute la partie océanique, les flux absolus pour la partie océanique sur la droite, sur ma droite, et tout ce qui est lié à la partie continentale est sur la gauche. Alors, vous y arrivez? Vous avez fini? Vous galérez? Ah, ça ne devrait pas. Oui? Oui, bien sûr, pardon. Oui. Si ça donne 4,8%, c'est bon. Hein. Ouais, c'est ça. C'est bon, vous avez trouvé? Vous arrondissez, hein. Si c'est 4,8, 4,9%, ça marche. Hein. Bon, la bonne valeur, c'est les fameux 5 qui sont là. Hein. C'est les 5%, 4,8%. Et alors, la question qui se pose, alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait juste, c'est pas grave, vous le faites tranquillement, hein, c'est simplement vous faites la pondération des émissions anthropiques, 1,6 plus 9,4, ce qui fait 11 divisé par le total, qui fait 225 gigatonnes de carbone. La question qui se pose maintenant, c'est que ce calcul, il est juste. Intrinsèquement, les chiffres qui sont utilisés sont justes. Mais pourquoi le raisonnement est faux? Pourquoi le raisonnement est intrinsèquement faux? Sinon, oui? Comment? Ah non, c'est bien la fraction, c'est bien la fraction de la partie anthropique sur les flux absolus total, le total des flux absolus. Oui? Alors, bon, il y a de l'effet de serre, mais le problème ne vient pas de là. La réalité, c'est que le problème, il vient du fait qu'il utilise... Oui? Exactement. Les flux sont dans un sens. Dans votre cours, une partie très importante de votre cours, c'est de vous montrer qu'il y a des choses qui vont dans un sens, il y a des émissions, mais il y a du captage. Et il ne faut pas raisonner en flux absolu d'émissions, il faut raisonner en flux net. Et si cette fois, vous faites la somme des flux nets, qui cette fois sont là, d'accord? Eh bien, si vous prenez les flux nets, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez pouvoir calculer quelle est la quantité de carbone totale émise ou captée. Alors, vous le faites maintenant, calculez le solde net des émissions des flux. Alors, je peux vous le remettre, c'est ça. Hein. Donc, c'est la deuxième question. Donc, on raisonne plus en émissions absolues, mais on raisonne en flux nets. Les flux nets, ils sont au-dessus. Alors, attention, hein, c'est des flux nets, donc il y a des choses qui sont émises vers le haut, et puis il y a des choses qui sont captées dans les puits de carbone. Donc, tout ça, ça fait des plus et des moins. Cette fois qu'on regarde des flux nets, on veut savoir qu'ils sont en gigatonnes. Est-ce qu'on a capté ou est-ce qu'on a émis du carbone? Et on arrive à quoi? Donc, pour que le calcul soit correct, je vous l'ai indiqué là, pour obtenir une évaluation correcte de l'impact des émissions humaines, il faut tenir compte des quantités de carbone absorbées par les océans et les forêts. Donc, calculer des flux nets d'émissions. Donc, ce que vous obtenez là, en calculant les flux nets, c'est quelque chose qui a la dimension d'une quantité. Et cette quantité, c'est des gigatonnes de carbone. On trouve combien? Qui est-ce qui a trouvé? Alors, c'est 5 gigatonnes. Ça veut dire que
Alors, 5 gigatonnes, c'est que 5 milliards de tonnes, et en l'occurrence, c'est des flux par an. 5 gigatonnes par an, d'accord? Et ces flux-là, ces flux nets, si vous faites cette somme en mettant ce qui est capté vers le bas, donc en moins, et ce qui est émis vers le haut, ça fait plus 5 gigatonnes émis. Ça veut dire que le solde, il est vers le fait qu'on est en train de stocker du carbone dans l'atmosphère, du fait de nos activités humaines. C'est-à-dire qu'on augmente la quantité de carbone qui va être stocké dans l'atmosphère. Et ça, pour le coup, ça a des conséquences qui sont extrêmement significatives sur le comportement de la machine thermique qui est la Terre. Et donc, c'est la deuxième partie de mon cours. Alors, je tiens à vous dire, je vais rendre hommage quand même à votre prof. Il a bon, c'est dans le cours, 5,4 gigatonnes de carbone par an. Ça marche bien. Et maintenant, le point, c'est que ce CO2, ce carbone qui donne lieu à du CO2 qui est stocké dans l'atmosphère, comment il se convertit en température? Et la logique que je vous propose pour cette conférence, c'est finalement se poser la question de 4 modèles. Le premier modèle, ce serait de prendre une Terre qui est froide, pas de noyau chaud qui la réchauffe, sans soleil. Un deuxième modèle qui serait toujours une Terre sans soleil, mais avec un cœur chaud. Ce qu'on a. On a un cœur, typiquement, le centre, c'est 6000 degrés. Et puis ensuite, se poser cette question de cette Terre à cœur chaud, mais avec le soleil. Et à chaque fois, se poser la question, quelle est la température moyenne? Et puis enfin, cette Terre à cœur chaud avec le soleil, puis avec l'effet de serre. C'est la logique de la conférence. Alors pour la première question, une Terre froide sans soleil. Alors il se trouve que vous avez ici une planète qui se trouve dans la constellation du Capricorne, dont vous avez une image ici, figurative, et pour le coup, elle est complètement isolée des sources de lumière. Donc elle est à l'équilibre thermique avec un environnement qui est le vide. À votre avis, quelle est sa température? Comment? Je n'ai pas compris. Moins quelque chose, c'est juste. Mais encore. Oui? Température? Pour le coup, là, il n'y a pas d'atmosphère. Il n'y a pas d'atmosphère. Et il n'y a rien qui chaude. La température du vide. Vous avez une idée de la température du vide? Oui? C'est 0 Kelvin. Et 0 Kelvin, ça fait combien en degrés Celsius? Hein? Bravo. Eh bien, la température du vide, c'est moins 273 degrés Celsius. Et c'est quand même un peu chauffé. C'est chauffé par quoi? Il y a un peu de rayonnement dans l'espace. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est 3 Kelvin. Et donc, typiquement, la température, c'est moins 270 degrés. Alors, c'est pas Kelvin, c'est Celsius. Ben, vous pouvez vous dire que la Terre, si elle était froide et qu'il n'y avait pas de soleil, il n'y avait aucun astre pour l'éclairer, elle serait à cette température-là. Maintenant, heureusement, on a un cœur chaud. Vous savez tous que la Terre, elle a un cœur chaud. Et maintenant, s'il n'y avait que ce cœur chaud et pas de soleil, la question, c'est elle serait à quelle température? Alors, pour vous aider un petit peu, j'ai fait cette représentation-là. Vous voyez la graine. La graine, on appelle ça la graine, au centre de la Terre, c'est 6000 degrés. Et puis, cette température, elle se refroidit lentement. Vous arrivez ici, vous voyez déjà ici à 700 km, vous êtes encore à 2000 degrés Celsius, et puis vous arrivez à la température de la surface de la Terre. Et donc, si vous avez ce cœur chaud mais sans soleil, qu'est-ce qui nous réchaufferait? Ce qui nous réchaufferait, en fait, c'est ce qu'on appelle, d'une part, le flux géothermique. C'est lié à la chaleur qui vient de l'intérieur de la Terre. Puis en plus, il y a la radioactivité. Parce qu'il y a un peu de radioactivité. Tout ça, en moyenne, c'est 70 à 80 milliwatts par mètre carré. Mais par contre, si vous regardez ici la répartition alors c'est milliwatts par mètre carré, c'est une puissance surfacique. C'est une puissance. Une puissance, c'est la dérivée d'une énergie par rapport à un temps, divisée par une surface.
Et bien vous voyez, globalement, il n'y a pas beaucoup de puissance surfacique quand on est dans le bleu, sauf à différents endroits ici, vous voyez, tout ça, sur ces dorsales, où là, il fait plus chaud. Alors la bonne nouvelle, c'est que même si il n'y avait que le flux thermique, si vous viviez du côté, du côté de l'Éthiopie, là, bah, il ferait une température relativement clémente. Mais sinon, en réalité, ce flux surfacique, il est infiniment faible. Et typiquement, la température, ce serait de l'ordre de... Elle serait entre moins 70 et moins 200 degrés Celsius. Ça veut dire que ce n'est pas elle qui nous réchauffe. C'est le cœur chaud ne réchauffe pas la température de la surface de la Terre pour permettre des conditions de vie. Maintenant, l'étape suivante, c'est de se poser la question si on a un cœur chaud avec le Soleil, mais sans gaz à effet de serre. Ah oui, vous avez bien compris la logique. Le problème, on vous parle du cycle du carbone et on rajoute du carbone dans l'atmosphère. Pour avoir un bon système de référence, on va d'abord prendre un système de référence sans gaz à effet de serre. Et là, on se pose la question de la température. Ça, pour le coup, on peut le calculer. Et on peut le calculer avec la physique que vous avez fait au lycée et puis celle que vous le faites dans le cadre de votre cycle préparatoire. Alors, il faut se doter d'un modèle. Et ce modèle de l'interaction du Soleil avec la Terre, c'est ce qu'on appelle un corps noir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corps noir? Eh bien, un corps noir, c'est un objet idéal qui absorbe tout. Il n'y a rien qui réfléchit et rien qui est transmis. Ça veut dire que si on lui envoie de l'énergie électromagnétique, si on lui envoie du rayonnement, il absorbe tout. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il y a un deuxième point. C'est que ce corps noir, si on part de l'idée que ce corps noir, au début, il a une température nulle, si il reçoit de l'énergie, eh bien, ça va produire de l'agitation thermique. Et ça va chauffer. Et si ça chauffe, vous allez avoir un rayonnement qui va être émis par ce corps noir. Ça, c'est le deuxième élément. Maintenant, il y a un troisième élément. Le troisième élément, c'est que si vous observez ce qui se passe lorsque vous commencez à éclairer votre corps noir avec du rayonnement incident, en jaune, eh bien, et ce que vous voyez que la température à la surface du corps noir, elle commence à augmenter. Alors, je vous ai dit que ma température de référence, c'était 0 degré. Puis, vous voyez, il est éclairé. La température, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et à un moment donné, elle sature. C'est la température d'équilibre. Si vous prenez une plaque, que vous la mettez dehors et qu'elle est éclairée par le soleil, elle reçoit de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, la température pourrait diverger. Et pourtant, elle ne diverge pas. C'est à cause du phénomène que je suis en train de vous expliquer. La température, elle ne diverge pas parce qu'à un moment, ce qui va se passer, c'est que vous allez atteindre un équilibre. Au début, l'énergie absorbée, elle augmente. Elle augmente l'énergie absorbée. Et donc, ça veut dire que l'énergie émise, elle augmente aussi. Eh bien, à l'équilibre thermique, le système reçoit autant d'énergie qu'il en émet. Ça, c'est une propriété fondamentale du corps noir. Et ce corps noir, donc, si je résume, à l'équilibre thermique, émission vers le haut en rouge et absorption en jaune s'équilibre. Et ce rayonnement, il ne dépend que de la température. Ben oui, je vous l'ai dit tout au début, là, au moment où ça monte, les molécules elles se sont agitées, il y a eu de l'agitation thermique. Et ça produit de la température. Donc ça veut dire que le rayonnement ne dépend que de la température. Eh bien là, je vous ai défini ce que c'est qu'un corps noir. Eh bien, ce modèle de corps noir, c'est le modèle qu'on va utiliser pour le Soleil et pour la Terre. D'accord? Alors, cette température qui conditionne
le rayonnement émis, il se trouve qu'elle est bien décrite par une loi que vous avez vue au lycée, qu'on appelle la loi de Stefan Boltzmann. Cette loi, elle dit quoi? Elle dit que si on est à l'équilibre, donc on est en haut, la température est sur l'asymptote. Si on est à l'équilibre, la puissance émise par unité de surface, la puissance surfacique, des watts par mètre carré, c'est proportionnel à une constante multipliée par non pas la température, mais la température fois la température fois la température fois la température. Puissance 4 de la température. Donc ça veut dire que l'émission du rayonnement est complètement déterminée par la température du solide. Le second point, c'est que vous avez la loi de Wien qui dit quoi? Qui dit que le rayonnement, la longueur d'onde du rayonnement, d'accord? La longueur d'onde du rayonnement, eh bien, elle est inversement proportionnelle à la température. Ça veut dire que plus le corps va être chaud, plus la longueur d'onde va être faible. Et ça, cette longueur d'onde, elle caractérise ce que l'on appelle le rayonnement électromagnétique. Le rayonnement électromagnétique, il est représenté ici, et vous avez en haut les longueurs d'onde en mètres. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que si la température est chaude, la longueur d'onde est en 1 sur la température, ça veut dire que dans ces cas-là, la longueur d'onde est petite. On va vers la gauche. Donc on va aller dans ce sens-là. On va aller vers l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. Par contre, si le corps est chaud, la longueur d'onde va être plus grande. Et là, on va aller plutôt vers les infrarouges, les micro-ondes, etc. D'accord? Donc ça veut dire que le rayonnement émis est une fonction de la température et que ça va conditionner la gamme d'émissions. Alors on peut se poser une question pour essayer de fixer les choses. On prend le Soleil, il a une température à sa surface de 5800 Kelvin. La loi de Wien nous dit que sa longueur d'onde d'émission, alors c'est la longueur d'onde d'émission maximale, elle est égale à bêta, la constante dont je vous donne la valeur ici, 2,89 fois 10 moins 3, mètres par Kelvin moins 1, divisé par la température en Kelvin. D'accord? La température en Kelvin, vous l'avez directement ici. Calculez-moi la longueur d'onde maximale du rayonnement qui vient du Soleil. C'est là. Oui, bonne remarque, bêta, il est en mètres Kelvin, hein, parce que c'est des mètres, donc mètres Kelvin divisé par Kelvin. Donc c'est pas moins 1. Oui, donnez-moi la longueur d'onde du rayonnement en nanomètres. Ouais, vous arrondissez. 500 nanomètres, oui. Vous êtes d'accord? Vous avez trouvé 500 nanomètres? Allez, on va dire que c'est bon. C'est en effet 500 nanomètres. Et 500 nanomètres, c'est où? Eh bien, 500 nanomètres, je vais tout de suite, j'avance un petit peu. 500 nanomètres, vous êtes dans le vert. S'il vous plaît, vous êtes au milieu du visible. Et c'est pas pour rien que notre œil de mammifère, il est optimisé dans une gamme de longueur d'onde entre 400 et 800 nanomètres. Parce que ça correspond à l'endroit où vous avez la plus grosse partie du rayonnement qui vient du Soleil. Ça, c'est l'intensité du Soleil en fonction de la longueur d'onde. Et vous voyez que la plus grosse partie, elle est là, elle est dans le visible. Et le maximum, en effet, il est à 500 nanomètres. Donc, vous retrouvez, somme toute, tout ça pour vous dire que quand le Soleil vous éclaire, une bonne partie du rayonnement est dans le visible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des UV, hein, d'ailleurs, pardon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des UV, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que parfois, hélas, on a des petits problèmes avec notre peau. Hein. Puis de l'autre côté, ça chauffe, bah oui, ça chauffe, c'est pour ça qu'il y a de l'infrarouge et que ce n'est pas négligeable non plus. D'accord? Mais le maximum, il est bien à 500 nanomètres. On fait la même chose maintenant avec la Terre. Alors on va partir d'un a priori, c'est que, somme toute, on va prendre une moyenne qui est de 14 degrés pour le moment. On dit que c'est 14 degrés, même calcul. Vous me calculez la longueur d'onde d'émission de la Terre. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, maintenant on sait que le Soleil, c'est une source d'émission, d'accord? Et elle éclaire dans le visible. Si la Terre est un corps noir, à l'équilibre, elle réémet autant d'énergie qu'elle en a reçu du Soleil. Mais est-ce qu'elle le réémet dans la même gamme
d'énergie. C'est pour ça que cette question est intéressante. Et alors, c'est combien? Allez, vous faites le calcul. On trouve combien? Ouais, ça fait combien? 10 000, c'est combien en microns? En microns, ça fait combien? Ouais. Ouais, non, c'est bien ce que tu avais. Ça fait combien en microns? Ouais, ça fait 10. C'est 10 microns, ouais. Bravo. Vous avez trouvé? Vous trouvez combien? 10 000. Vous avez raison. Alors 10 000. 10 000, et ben 10 000, vous êtes plein fer ici. 10 000 nanomètres, c'est le milieu de l'infrarouge moyen. Donc ça veut dire que le Soleil, si on considère que la Terre est un corps noir, le Soleil l'éclaire dans le visible. Si la température de la Terre, c'est 14 degrés, elle réémet dans une autre gamme d'énergie qui est l'infrarouge. Ça va être fondamental pour la suite, complètement fondamental. Maintenant, le point, c'est de regarder un petit peu ce qui vous est dit. Ben, vous voyez, ça c'est votre cours. Donc en effet, on trouve bien une gamme d'émissions, du spectre d'émissions du Soleil dans le visible, et la Terre rayonne dans l'infrarouge. Alors, maintenant la question, c'est la troisième strate, c'est se poser la question de la température de la Terre, qui a maintenant un noyau chaud, qui est éclairé par le Soleil, mais qui n'a pas de couche de gaz à effet de serre. Alors, et en prenant l'hypothèse que cette Terre, elle se comporte comme un corps noir. Donc à l'équilibre thermique, ce qu'elle reçoit du Soleil, elle renvoie, pas forcément dans la même gamme d'énergie. Je vous ai déjà donné plus ou moins la réponse, c'est l'infrarouge, alors qu'elle reçoit dans le visible. Mais par contre, c'est la même énergie. Est-ce qu'on peut faire le calcul en posant le calcul, vous êtes en première année de prépa, et bien ce calcul, il n'est pas difficile. Alors, j'ai besoin de ça. Alors, vous avez en jaune en haut la puissance émise par le Soleil. Le Soleil, c'est un corps noir. On a dit qu'un corps noir émet proportionnel à la puissance 4 de sa température. Donc la puissance par unité de surface, parce que la formule de Stefan Boltzmann, c'est une puissance par unité de surface, c'est sigma T4. Maintenant, la puissance totale émise, il faut la multiplier par la surface du Soleil. La surface du Soleil, qu'on prend comme étant égale à la surface d'une sphère. La surface d'une sphère, c'est quoi? C'est quoi? 4 pi R2. Donc, c'est ce que vous avez ici. C'est donc sigma TS puissance 4 multiplié par 4 pi R2, la surface du Soleil. Et maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la température à la surface de la Terre. Le Soleil, il rayonne comme une ampoule, il est au centre de mon ballon de basket. Et puis on se pose la question de savoir quelle est la puissance qui est récupérée par la Terre étant à la surface de mon ballon de basket. Donc je vais le poser, je suis obligé. Hop. Ça veut dire que ça se passe de la manière suivante. Vous avez au centre du ballon le Soleil. Vous connaissez sa puissance. Elle est à droite. Et puis vous vous posez la question de savoir quelle est la puissance qui va être reçue à une certaine distance. Et cette distance, c'est la distance Soleil-Terre. Si on considère que la Terre est sur une orbite circulaire, on pourrait la prendre sur n'importe quel cercle que vous avez là. D'accord? Donc ça veut dire que la puissance reçue, cette fois par unité de surface, sur une orbite qui peut être n'importe laquelle, mais sur la surface de ce ballon, c'est 2 fois la puissance divisée par la surface de la sphère. Donc ça, c'est la deuxième équation qui est là. C'est la puissance émise par le Soleil divisée par la surface qui reçoit la puissance solaire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est non pas de savoir toute cette puissance, mais ça, si c'est ma petite Terre. Alors, on n'est pas du tout à l'échelle, je suis bien d'accord avec vous. Mais maintenant, j'approche ma petite Terre. Ma Terre, elle est là sur cette orbite, elle tourne autour. Elle est éclairée par la puissance du Soleil.
à la distance Soleil-Terre. Et une partie de la sphère reçoit la puissance du Soleil. Il faut que je me ramène à la partie éclairée. Est-ce qu'on peut prendre toute la sphère? Ben non, on ne peut pas prendre toute la sphère. Eh bien, l'approximation qu'on fait, je crois que je vais avoir, c'est que la surface de la Terre s'inscrit dans un disque. Et donc, c'est la puissance reçue interceptée par un disque plat qui représente l'éclairement sur la Terre. Eh bien, ça, c'est ça qui est écrit là. La puissance reçue à la distance Soleil-Terre par unité de surface, c'est cette expression. Ça, c'est donc une puissance par unité de surface. Et puis, on multiplie par la surface de la Terre, interceptée par la Terre, qu'on prend comme un disque plat, πr2. Mais l'ensemble de cette puissance reçue, puisque c'est un corps noir reçoit de la puissance, donc reçoit de l'énergie, mais il réémet autant. Donc ça veut dire la Terre réémet la même chose. Mais on sait que ce que réémet la Terre, c'est proportionnel à la température puissance 4. Donc, comme la Terre réémet proportionnellement à sa température, ça, c'est égal à ça. Et c'est ce que j'ai écrit là. Après, vous me faites confiance, tout se simplifie. On pourrait le faire ensemble, je pourrais le faire avec un élève de 3e, on prend tout, il y a pi là, il y a pi là, il y a RT carré, il y a RT carré, etc. Puis à la fin, il reste quelque chose de très simple, qui est cette relation-là. Cette relation-là, eh bien, elle dit quoi? Elle dit que ça, qui est une constante, c'est la température du Soleil puissance 4 fois la constante de Boltzmann fois le rayon du Soleil au carré divisé par la distance Soleil-Terre au carré. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait la constante solaire. On connaît sa valeur, vous pourriez le faire, mais on n'a pas le temps. C'est 1368 watts par mètre carré. C'est égal à la puissance rayonnée par la Terre. D'où cette valeur-là, c'est une constante. Je divise par 4 sigma et j'obtiens la température de la Terre. Calculez-moi la température de la Terre. Combien? Il y a déjà quelqu'un qui a trouvé? 5 degrés, c'est ça? Combien tu as trouvé? Combien on trouve? Combien? Et donc, ça fait combien en degrés Celsius? 270. Alors, ouais, la réponse est juste. Vous avez trouvé 278 Kelvin, c'est juste. Qui est-ce qui a trouvé la même chose? Levez les bras, déjà. Bravo, c'est bien. Et 278 Kelvin en Celsius, ça fait 5 degrés Celsius. Et là, il n'y a pas un problème? Est-ce que c'est ce que vous a dit M. Neppel? Là, il y a un os. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce qu'il vous a dit? 17 degrés? Sûrement pas. La Terre éclairée par le Soleil, avec ce petit calcul de petit modèle de corps noir, ça ne donne pas là la bonne valeur que vous trouvez partout sur Internet. Et pourtant, vous y êtes presque. Regardez ma Terre, il y a de la glace. Il y a en fait une partie du rayonnement qui est réfléchie. Ce qui est réfléchi, c'est ce qu'on appelle l'albédo. Et l'albédo, si vous vous souvenez, c'est le rapport de l'énergie. C'est le rapport de l'énergie réfléchie sur l'énergie incidente. Pour la Terre, pour la neige, c'est 1. Pour le noir de carbone, c'est 0. Oui, ah pardon, oui. Et donc, si vous corrigez de l'albédo sur la Terre, il est de 30%. Donc ça veut dire que ce qui sert à chauffer la Terre, c'est le complément à 1, c'est 70%. Comme on a calculé, notre petit calcul qu'on a fait tout à l'heure, il était fait au prorata de la surface éclairée. On prend 70% de la surface éclairée. Mais comme c'était la température à la puissance 4, il faut prendre 70% de la surface éclairée en racine.
Mais c'est tout, c'est immédiat si vous le mettez. Et si vous faites ce calcul-là, vous rajoutez cette constante, vous corrigez de l'albédo, c'est-à-dire que vous n'avez que 70% de la surface qui est éclairée, vous trouvez moins 18 degrés. Et ça, c'est ce que vous avez vu en cours. Et donc, ça veut dire que ce modèle de corps noir, il est tout à fait en capacité de pouvoir vous décrire, et c'est tout à fait des choses que vous pouvez faire par vous-même avec ce que vous connaissez de la physique, hein, décrire ce qu'est la température de la Terre sans effet de serre. Alors maintenant, le point clé, c'est de se poser la question, de se dire d'aller un petit peu plus loin et d'aller avec l'effet de serre. Mais avant, on va se servir de ce qu'on a fait. Et ça, ce qu'on a fait, c'est de repartir de... Tout à l'heure, je vous ai dit que la constante solaire, c'était égal à la puissance surfacique rayonnée par la Terre. C'est vrai pour la Terre, mais c'est vrai pour n'importe quelle planète. Donc si à la place de T, je mets P, c'est pareil. Et si je mets le 4 en dessous ici, ça c'est une constante. D'accord? J'ai juste mis ça, c'est une constante. Donc ça veut dire que la température de la planète, puissance 4, c'est proportionnel à 1 sur la distance entre le Soleil, la source de lumière, et la planète. Donc ça veut dire que la température d'une planète, du système solaire, elle doit être en 1 sur la racine de la distance entre le Soleil et la planète. Ben voilà le résultat. Vous avez ici, pour toutes les planètes du système solaire, leur température en fonction de la distance entre le Soleil et la planète. Et puis ici, vous avez une modélisation des résultats en prenant une courbe théorique en 1 sur racine de la distance Soleil-planète. Ça, c'est ce que prend notre petit modèle. Est-ce que ça marche bien? Ça marche pas mal. Ça marche même très bien. Mais il y a un cas sur lequel ça ne marche pas du tout. C'est quel cas? C'est Vénus. Et pourquoi ça ne marche pas pour Vénus? Oui. Comment? C'est parce que, en effet, Vénus, elle a du CO2. Elle a une atmosphère avec du CO2. Et on regarde, ce n'est pas la seule. Vous avez Vénus ici, mais vous voyez que ça ne marche pas très très bien pour la Terre non plus, et ça ne marche pas très très bien pour Mars aussi. Et ça, la caractéristique de ces 3 planètes, c'est d'avoir une atmosphère avec des gaz à effet de serre. Et pour Vénus, alors Vénus a à peu près la même taille que la Terre, mais par contre, sa composition d'atmosphère, c'est 96,5% de CO2. Et vous voyez que sa température, c'est plus de 400 degrés. Donc ça veut dire que là, on a quand même un indicateur pour dire que les gaz à effet de serre, c'est pas rien pour réchauffer une planète, et donc que la question de jouer avec les émissions de gaz à effet de serre et d'en stocker dans l'atmosphère, ça peut avoir des conséquences qui sont très significatives. Et ça, c'est la physique qui vous le dit. Maintenant, pour aller un peu plus loin, c'est de se dire, bon, bah, cette température liée à l'effet de serre, est-ce qu'on est capable de la calculer nous-mêmes? Eh bien, on peut en avoir une idée. Et on peut en avoir une idée qui est assez juste. Et en l'occurrence, on prend un petit modèle, c'est le modèle qu'on avait pris tout à l'heure. Notre Terre, c'est un corps noir. Si le Soleil lui envoie une énergie que je prends à 1, alors au sommet de l'atmosphère, en fait, c'est 342 watts par mètre carré. Mais je prends une énergie unité. Elle arrive sur la surface de la planète, alors modélisée par un corps plat. Hein. Je modélise à mort les choses. Et donc, si c'est un corps noir, eh bien, à l'équilibre thermique, il émet autant d'énergie. Il émet 1 aussi. Par contre, maintenant, je lui rajoute une couche. Ça, c'est la couche de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui se produit? Eh bien, ce qui va se produire, ça va dépendre de la nature de cette couche. Les gaz à effet de serre, ils ont une propriété, c'est qu'ils absorbent énormément tout l'infrarouge. Vous voyez, c'est ces pics-là. Ça, c'est l'absorption dans le domaine infrarouge. Et tout ça, H2O, CO2, méthane, etc., tout ce qui est vers le haut, absorption à 1, ça sature, ça absorbe, ça passe plus. Par contre, si vous prenez dans la région du rayonnement solaire, le visible, l'absorption est nulle, complètement nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la couche de gaz à effet de serre, elle est transparente pour le rayonnement solaire dans le visible. Par contre, elle va être totalement opaque au rayonnement infrarouge.
Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une couche transparente au rayonnement visible. Le rayonnement visible passe, issu du solaire. Je vous donne la grande idée. Hein. Vous pourriez me dire, oui, mais il y a une partie qui réfléchit. Oui, oui, il y a plein de choses qui se passent. Mais pour comprendre les choses, ce modèle est très bien. L'énergie arrive sur mon corps noir. Mon corps noir thermalisé réémet autant d'énergie, ça repart. Le problème, c'est quand ça arrive là. Il émet de l'infrarouge. L'infrarouge, il est totalement absorbé par cette couche atmosphérique qui, pour le coup, va aussi se comporter comme un corps noir. Donc ça veut dire qu'elle absorbe, elle absorbe tout et elle va tout réémettre, d'accord, à une énergie qui dépend de sa température. Eh bien, il se trouve que lorsqu'elle arrive, l'énergie, elle est complètement absorbée. Et il se trouve que les gaz à effet de serre, leur propriété, c'est qu'ils réémettent aussi dans l'infrarouge. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Ça évite d'être à Montpellier au milieu des ours polaires. Mais par contre, ça chauffe fort. Donc ça veut dire que l'énergie remonte ici, elle est complètement absorbée, elle disparaît, mais votre couche fine, elle réémet dans toutes les directions. Et je fais l'approximation qu'elle réémet autant vers le haut et autant vers le bas. Donc ça veut dire que la Terre, elle reprend un demi en plus. Mais en même temps, parce que là, on est dans le en même temps, il va se passer plein de choses. Ce demi qui arrive là, il est de nouveau absorbé. Donc il est absorbé, réémission. L'énergie absorbée à l'équilibre thermique renvoie la même énergie qui est de nouveau renvoyée ici, qui est absorbée, qui réémet un quart, et qui réémet un huitième, etc. Vous m'avez vu venir ? Le problème, c'est que tout ça, ça veut dire qu'à la fin, quand on fait le bilan, la Terre, elle reçoit beaucoup plus d'infrarouge que s'il n'y avait pas de couche. Et le bilan total, c'est que pour une unité d'énergie solaire dans le visible, elle a reçu une deuxième unité d'infrarouge et elle a émis 2 unités d'infrarouge. Et donc, ça veut dire que comme elle a reçu plus d'énergie, eh bien, la température augmente. D'accord ? Et cette température qui augmente, eh bien, on peut avoir une idée qu'elle est de l'ordre de grandeur d'augmentation de la température en repartant sur ma puissance reçue. Alors, la puissance reçue sans effet de serre, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. C'est la puissance incidente divisée par la surface et c'est proportionnel à la température du corps qui rayonne, sigma T4. Si la puissance reçue, elle est 2 fois plus importante quand il y a de l'effet de serre, ça veut dire qu'on rajoute un facteur 2 ici, mais la puissance rayonnée, elle est toujours égale à un sigma T4, mais une température différente. Si vous rajoutez un 2 ici, eh bien, ça entraîne nécessairement que ce sigma T4, il est égal à 2 fois le sigma T4 que vous aviez là. Et donc, en fait, ça veut dire que la température avec effet de serre, de nouveau, la fameuse ratine quatrienne de 2 fois la température que vous aviez sans effet de serre. Vous trouvez 1,19 fois T. Et si vous faites ce calcul, avec effet de serre, ça veut dire que ma Terre, alors évidemment, plus de rayonnement, plus d'énergie, mais ma Terre, sans effet de serre, elle est égale à moins 18 degrés Celsius. Et avec effet de serre, 1,9 fois 257 Kelvin, ça fait 303. 30 degrés Celsius. Est-ce que M. Neppel vous a dit ça? Il ne vous a pas dit ça. Il y a encore un problème. Le problème, c'est que c'est un bon modèle. Un bon modèle, ça permet de comprendre les choses. Donc ça doit donner les ordres de grandeur, mais ça ne donne pas les valeurs exactes. Et la valeur exacte, elle est liée au fait que l'effet de serre, il est un petit peu plus compliqué. Et qu'en fait, le facteur qu'il y avait là, il n'est pas de 1,19, il est de 1,13. Et si vous mettez 1,13 ici, je n'ai pas le temps de le commenter, vous trouveriez une température de l'atmosphère, d'une température de la Terre, excusez-moi, avec l'effet de serre qui est de 14 degrés. Et donc, si on résume, eh bien, oui, on va résumer tout de suite. Ça fait la Terre froide sans soleil, moins 270 degrés Celsius. La Terre chaude sans soleil, moins 200 degrés Celsius. À la grosse louche, sachant qu'il y a des très grosses hétérogénéités. La Terre avec un cœur chaud, avec du soleil, mais sans effet de serre, moins 18. Et la Terre avec un cœur chaud et avec effet de serre, 14 degrés. Est-ce que c'est vrai? Les observations satellitaires nous aident
à voir la réalité expérimentale de ce fait-là. Ce que vous regardez ici, ça c'est une image par satellite faite de la Terre à partir du rayonnement réfléchi, lié à l'albédo, dans le visible. Mais ça, c'est des images de la Terre faites avec des observations, avec des détecteurs qui sont des détecteurs infrarouges. Vous avez aussi une image de la Terre. Elle émet bien dans l'infrarouge. Et maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, c'est de se dire, bon, bah, ok, l'effet de serre, c'est une affaire sérieuse. Piéger du carbone dans l'atmosphère, ça nous permet de vivre, d'être à 14 degrés. Mais le point, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et c'est sur cet aspect-là qui sera un des grands enjeux du siècle à venir qu'on veut vous sensibiliser dès le début de votre formation d'ingénieur. Et en l'occurrence, là, on ne va pas prendre des modèles, on va prendre des mesures qui sont faites par les hommes. Ici, vous avez un observatoire, c'est l'observatoire à Hawaï de Mauna Loa. Alors, il a la bonne idée, cet observatoire, d'être sur une zone qui est désertique, qui est très pure, il n'y a pas de pollution, et les vents dominants font qu'on a un très bon mélange de l'atmosphère. Eh bien, c'est là-dessus qu'ils mesurent depuis des années la concentration en CO2. Et en l'occurrence, le monsieur qui a fait ça, il s'appelle Keeling, il a fait sa thèse en 1958, et il a mesuré la concentration en CO2 depuis 1958, expérimentalement. Et jusqu'à aujourd'hui, alors maintenant c'est plus lui, il est à la retraite, c'est son fils d'ailleurs qui a pris la suite. Et voilà ce que fait l'augmentation de la concentration de CO2. Bah, vous le savez, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Alors dans le cours de M. Nebel, on vous a dit ce que c'était que ces petites oscillations. Vous savez ce que c'est que ces petites oscillations? C'est quoi ces oscillations? C'est les fluctuations annuelles de la concentration de CO2 liées au fait que la photosynthèse, elle marche mieux l'été que l'hiver. D'accord? Et donc c'est ça, ces petites fluctuations que vous avez là. Et si on complète cette courbe avec des mesures qui ont été faites sur les bulles d'air des calottes glaciaires, eh bien on voit que depuis le début de l'ère industrielle, eh bien on est passé de 280 ppm à aujourd'hui 421 ppm. Ça fait une augmentation de 66%. On a multiplié la concentration de CO2 par 1,5. Si vous êtes sensibilisé au fait que vous êtes passé de moins 18 à plus 14 degrés avec les gaz à effet de serre, le fait qu'on les ait augmentés par 1,5 et qu'on continue à les faire augmenter du fait de nos activités, c'est une question qui mérite qu'on s'y arrête. Et en l'occurrence, juste pour vous donner l'idée, j'ai bien aimé cette image parce que ça vous renvoie à ce que vous avez fait au lycée. Vous avez tous entendu parler de la loi de Beer-Lambert. Vous avez entendu parler de la loi de Beer-Lambert, ça vous rappelle des choses? Ouais. Hein, vous étiez tous des bons élèves, donc vous avez entendu parler de la loi de Beer-Lambert. Et ben c'est comme ça qu'il faisait, ce monsieur Keeling, pendant sa thèse. Il avait des petites flasques comme ça, il faisait le vide, il allait en haut de son volcan, là, et puis il l'ouvrait, il prenait un peu de CO2, il le ramenait, et puis ensuite il l'envoyait dans un spectromètre. Il mesurait l'intensité avant et après son échantillon. Et la loi de Beer-Lambert nous dit que la fraction absorbée est proportionnelle à l'intensité incidente, dépend du coefficient d'extinction, donc l'absorption, les caractéristiques d'extinction du système, fois sa concentration, fois l'épaisseur traversée. Et donc, quand on intègre ça, on voit que c'est une loi exponentielle du premier ordre. Et simplement en manipulant un tout petit peu ça, je vous laisse le faire à titre d'exercice, bah, vous montrer qu'on peut en déduire la concentration. Et en l'occurrence, le CO2 donne lieu à cette bande caractéristique, vous voyez, il absorbe pas, paf, à 2300 cm-1, typiquement vous êtes à 7 microns. Vous avez une bande où ça sature complètement vers le bas, donc ça ne transmet plus. Et puis de nouveau, ça transmet. Et ça, c'est lié à quoi? Ben, c'est lié au fait, c'est ce qu'on appelle une vibration asymétrique du CO2. C'est-à-dire que vous avez CO2, vous avez le carbone au milieu, et c'est une vibration asymétrique qui fait ça. Et c'est ça qui absorbe. Et ça absorbe dans l'infrarouge. Et c'est pour ça que ces gaz à effet de serre sont si efficaces pour absorber le rayonnement infrarouge qui vient de la Terre, et ensuite ils le réémettent. Et donc, le point, c'est que, et ça va être la fin de ma conférence, c'est qu'on a décrit ce cas-là, et ce qu'on a décrit, c'est l'effet de serre naturel. Et si maintenant, vous rajoutez l'effet de serre anthropique, vous avez vu le cycle du carbone anthropique, c'est comme si vous avez ici tous ces gaz à effet de serre anthropique, et ben, c'est comme si vous rajoutez une deuxième vitre. Si vous rajoutez une deuxième vitre,
il redescend plus de rayonnement. S'il y a plus de rayonnement qui arrive sur mon corps noir, il y a plus de rayonnement ennemi. S'il y a plus de rayonnement ennemi, la température augmente. La puissance est proportionnelle à une constante, la constante de Stefan Boltzmann multipliée par la température puissance 4. Donc, eh bien oui, augmenter la physique nous raconte quelque chose qu'on sait tous, c'est que finalement, augmenter la concentration de CO2 dans l'atmosphère, et pas que, hein, parce qu'il y a aussi le méthane, il y a d'autres gaz, eh bien, ça va induire un réchauffement, ça va changer la température d'équilibre de la planète. Alors, bon, bah, ça va changer, je vous l'ai déjà dit. Et puis, pour finir, on se dit, est-ce qu'on vous parle, vous avez forcément entendu parler de fait, 1,5 degré, attention, il ne faut pas dépasser 1,5 degré. Est-ce que, sur la base du cours que vous avez fait sur le cycle du carbone, vous avez une idée pourquoi on dit 1,5 et pas 2, et pas 0,5 et pas 1? Vous n'avez pas une idée? Quand vous regardez votre cycle du carbone et que vous regardez le cycle du carbone anthropique, il se passe plein de choses. En l'occurrence, quand on chauffe, vous avez remarqué que les océans relarguent plus de CO2. L'activité bactérienne continentale, elle augmente aussi de manière très significative. Mais si on chauffe, la glace fond. Si la glace fond, ça veut dire que l'albédo, la fraction réfléchie, diminue. Si ça fond, ça veut dire que aussi le CO2 qui peut être piégé sous terre dans la glace peut être relargué. En fait, il y a des tas de rétroactions positives qui savent que si on augmente trop en température, il y a un effet de seuil et on ne sait plus du tout où on va. Et d'où cette limite de se dire, ben, on va rester à 1,5 parce qu'en dessous d'1,5, on pense qu'il n'y a pas trop de danger. Et où on en est aujourd'hui? Et ben, finalement, on est là. Donc on est à un peu plus d'1 degré de réchauffement climatique et au rythme actuel où on va à 1,5 à l'horizon 2040. Et 2040, ça veut dire qu'il va se passer plein de choses. Alors, est-ce que ça veut dire que votre rôle, eh ben, il peut être déterminant sur ce qui se passera? Alors, votre rôle en tant qu'ingénieur, ben, évidemment qu'il est déterminant. Parce que si poser la question d'un réchauffement planétaire à 1,5 ou plus, c'est se poser la question de savoir comment on va s'adapter. L'adaptation, ben, elle est technique. Il y aura à trouver des solutions d'étude. Réduire nos émissions de carbone, c'est penser la technologie de demain, c'est penser les ressources aussi, c'est penser la faisabilité économique, donc la relation entre des innovations technologiques et leur crédibilité pour pouvoir les mettre en place. C'est penser aussi une faisabilité environnementale, changer nos pratiques, c'est penser le captage du CO2 éventuellement, c'est penser aussi les lois qui doivent changer, c'est penser aussi nos comportements. Et ça aussi entraîne que il y a plein d'ailleurs de métiers qui sont en train de se développer parce qu'on pense déjà à l'adaptation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus d'eau. Ben, penser l'eau, c'est se préparer aux impacts du changement climatique, les infrastructures liées à l'eau, la prévention des inondations, il y a le problème de l'habitat, le chaleur. Et tout ça, je peux le décliner dans tous les domaines. Ça va être des domaines qui vont créer énormément de place pour les ingénieurs et votre expertise sera extrêmement importante dans ce cadre-là. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je vous remercie.